Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les parlements chambres des députés a approuvé ce vendredi le projet de loi régissant les réfugiés et demandeurs d'asile au Rwanda. C'est un projet de loi qui a été préparé par le gouvernement et qui vient d'être approuvé après qu'une commission parlementaire l'ait examiné en détail avant d'être soumis à la plénière pour approbation. Suivez ce reportage. Le projet de loi régissant le statut des réfugiés et des demandeurs d'asile au Rwanda décrit les principes et les institutions responsables de l'octroi de l'asile à toute personne qui en fait la demande, la gestion des réfugiés dans le pays et leurs droits légaux. Il s'agit d'un projet qui a été élaboré en tenant compte des accords internationaux portant statut des réfugiés signés par le Rwanda ainsi que d'autres réformes réalisées dans le domaine juridique en tenant compte de l'évolution actuelle du monde, comme l'explique la vice-présidente de la commission parlementaire en charge des affaires étrangères, de la coopération, de la sécurité, honorable Muzana Alice. C'est pour combler les lacunes constatées dans la précédente loi en apportant de nouveautés, comme par exemple le comité des recours qui sera chargé de recueillir les recours recalés par la structure en charge de les recevoir. En votant point par point ce projet de loi, certains députés ont plaidé pour des corrections, principalement basées sur le texte, dans le but de le rendre plus compréhensible. Il s'agit d'un projet de loi qui modifie la loi existante, qui comprend des dispositions qui combleront les lacunes identifiées. Par exemple, la commission des recours recevra les recours des demandeurs d'asile insatisfaits des décisions prises par certaines autorités. Dans la précédente loi, cette disposition était généralement limitée au seul ministre des tutelles. C'est-à-dire que de nouvelles voies de recours ont été mises en place pour les demandeurs d'asile, ce qui accorde à ces derniers plusieurs solutions des recours lorsque la décision prise par l'une des instances en charge d'accorder ces droits d'asile ne les satisfait pas, mais aussi les moyens d'accompagnement qui ont été améliorés. Il s'agit d'une loi qui comprend divers articles liés à la vie générale des réfugiés, y compris les services leur fournis et les méthodes employées, également ceux liés à la famille. Tout cela a été fait en tenant compte des intérêts du pays, de la sécurité de la population et de sa liberté, c'est-à-dire que l'accueil et l'octroi des statuts de réfugiés aux demandeurs se font avec prudence, sans ignorer les normes internationales des droits de la personne. La suite de ce journal, il y a 30 ans, jour pour jour, le président du gouvernement génocidaire, Théodore Sindikubwabo, tenait un discours haineux à Butare, demandant à la population de Butare d'exterminer les Tutsis avec la nomination d'un préfet extrémiste qui devait mettre en œuvre le génocide à Butare. Que retenir de la date du 19 avril 1994 dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis? Suivez les détails dans ce reportage. Le 19 avril 1994, le gouvernement génocidaire était préfet de Butare pendant 2 mois et a dirigé les massacres du 19 avril au 17 juin 1994. Le même jour, le président du gouvernement génocidaire, Théodore Sindikubwabo, a appelé la population de Butare à exterminer les Tutsis. L'État génocidaire a mis beaucoup d'efforts dans la mobilisation de la population pour tuer les Tutsis. Dans son discours, Sindikubwabo a exhorté la population à s'investir dans les massacres des Tutsis.
Après les militaires et les Interahamwe ont tué de nombreux civils Tutsis qui vivaient à Butare et ceux qui, venant d'autres régions du Rwanda, s'y étaient réfugiés. Le même jour, à Kigali, les militaires du gouvernement génocidaire ont lancé des obus sur le stade Amahoro, tuant 19 personnes qui étaient sous la garde de la Minuar. Soulignons que de nombreux Tutsis ont été massacrés également dans plusieurs endroits du pays, comme dans l'ancienne commune Kigembe à Butare, dans des endroits de l'ancienne préfecture de Gitarama, de Kyangugu, de Gikongoro et de bien d'autres. Neuvième jour des audiences dans le procès Ndoukou-Wimié Emmanuel à la cour d'assises de Bruxelles, ce Rwandais qui comparait pour génocide perpétré contre les Tutsis, en particulier en district de Nyarugenge, en pleine capitale rwandaise. La cour a suivi ce vendredi la déposition d'un témoin cité par le procureur, un soldat des ex-forces armées rwandaises qui vivait au camp Kigali au moment du génocide. Le témoin a déclaré à la cour avoir lui-même vu l'accusé arrêter un taxi minibus avec à bord 18 Tutsis qui fouillaient vers l'hôtel des 1000 collines. Il a fait descendre tout le monde et a ordonné leur assassinat, en commençant par le lieutenant Mudenge qui conduisait les taxis, a précisé le témoin. Le témoin a également indiqué que l'accusé supervisait les barrages routiers qui se trouvaient entre le siège de l'Onatracom et la localité de Gachinjiro, étant parmi les hauts dirigeants des miliciens Interahamwe. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Bernard Belfroy, qui est donc scénariste et réalisateur belge. Bienvenue donc dans le studio de la télévision rwandaise. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, donc vous avez déjà plusieurs réalisations au compteur. Hein. On peut revenir sur la récente que vous avez réalisée. Une des 1000 collines, depuis 2023. Il y a Mélodie que vous avez réalisé une fiction en 2014 et La Régate, une fiction également en 2008. Et en 2005, c'était Rwanda, les collines parlent. Donc vous vous intéressez particulièrement au Rwanda. Oui, c'est depuis mon premier voyage en 2004 et puis avant la rencontre avec des amis rescapés à Bruxelles. Effectivement, je pense que la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis est quelque chose qui est d'important pour moi. Et voilà, c'est maintenant une histoire qui a commencé en 2004, aussi par ce premier film, Les collines parlent sur les Gachacha, et puis qui continue aujourd'hui avec ce nouveau film, Une des 1000 collines. Oui, une question qui me vient à l'esprit, 2004-2024, ça fait déjà 20 ans. Hein. Vous avez donc vécu le Rwanda pratiquement après le génocide, hein, donc quelques années après. Comment redécouvrez-vous 20 ans après ce Rwanda? Disons qu'entre 2004 et 2024, j'ai continué à revenir régulièrement, mais quand même, le pays n'est plus du tout le même. Autant la situation était... les rapports entre les gens et la situation étaient encore très tendus en 2004, autant peu à peu, le pays s'est peu à peu détendu, même si la question... les Gachacha se sont terminés. Et puis... je me souviens, moi, en 2004-2005, quand je faisais ce premier film, les Gachacha avaient une mauvaise réputation en Occident. Et moi, je voulais absolument faire ce film sur les Gachacha. Et je me souviens à l'époque, les Rwandais disaient, parce qu'on disait pourquoi pas les questions de réconciliation. Et je pense, moi, que c'est le peuple rwandais qui avait raison en disant en 2004, d'abord, pour nous, c'est la question de la justice. La question de la réconciliation, de la résilience, de l'unité, ça viendra plus tard. Et donc, les Gachacha se sont tenus, j'ai fait ce premier film, j'ai continué à suivre une colline. Et
Et plus ou moins au moment du Covid, je me suis demandé, tiens, aujourd'hui, maintenant que les gachachas sont terminés, que la justice est passée quand même, même s'il reste toujours des choses en cours, est-ce que les questions aujourd'hui d'unité, de réconciliation, de résilience ne commenceraient pas un peu à être à l'ordre du jour? Et c'est comme ça qu'est né ce film qui va depuis le temps du génocide, ce qui est arrivé à 3 enfants dans un village, Olivier, Fidéline et Fiacre. Puis, le titre en soi, c'est donc une des 1000 collines. Si j'ai bien pu suivre, hein, ce n'est pas tout comme titre, hein, une de 1000 collines. Et c'est quoi la suite? C'est du génocide perpétré contre les Tutsis de 1994 à la réconciliation. À la réconciliation. C'est notre sous-titre. Oui. Et en fait, d'une certaine façon, le film est structuré en 3 parties. Une première partie où on tente, c'est une enquête de cinéaste pour tenter de savoir ce qui est arrivé à 3 enfants exterminés par tout le village, hein. Nitkoa, Olivier, Fidéline et Fiacre. Puis après, on fait un grand flashback et puis on arrive dans les gachachas dans lesquels on avait parlé, dans lesquels les tueurs qui ont tué ces enfants étaient convoqués et que j'ai filmé dans ce village. Et puis après... Cette fois-là, ce n'est pas une fiction, ce sont des personnes réelles qui ont existé, qui existent. Et qui existent toujours. Ah oui. C'est un documentaire. Oui. Et puis après, à la fin, une fois qu'on voit les questions très très difficiles auxquelles a été confrontée la gachacha, le film alors bascule dans une dernière partie sur les questions de réconciliation, d'unité, de résilience dans le village. Et donc, pour la première fois, je pense en tout cas moi, dans ma démarche, j'ai suivi ce village sur une très longue période, depuis le moment où les tensions étaient très très fortes à l'occasion des gachachas, jusqu'aujourd'hui 2021-2022, où on a tourné. Donc c'est un film qui a été construit sur une très longue période et de tenter un peu d'approcher du bout des doigts, de tenter un tout petit peu d'écouter, de comprendre ce qui était arrivé sur cette colline. Et l'idée est en incarnant très très fort l'histoire de cette colline, c'est évidemment qu'elle nous fasse penser à toutes les autres collines et qu'à travers ces 3 enfants assassinés, c'est évidemment le million de personnes exterminées auxquelles on pense et on parle. Oui, donc si j'ai bien saisi, Fiacre, Fidéline et Olivier, ce sont des personnes qui ont été tuées pendant le génocide. Je me suis dit, parce que les chiffres du génocide et la réalité de l'extermination est tellement énorme et indicible et incommensurable, je me suis dit, je vais prendre juste un des cas du génocide dans le village. Et ce cas, c'était 3 enfants, Fidéline, Olivier, Fiacre, qui ont été exterminés par tout le village. Et donc le film est une enquête pour savoir ce qui leur est arrivé, à travers la parole des gens qui les ont tués, mais aussi la parole de ceux qui les ont aimés et des autres rescapés du village. Et comme ça, on retrace leur parcours, leur existence, on les restaure dans leur humanité qui a été déniée et dans leur vie, leur trop courte vie, puisqu'il s'agissait d'enfants. Je veux dire, le plus âgé avait 11 ans et la plus petite 4 ans. Et quelle appréciation faites-vous, vous qui avez réalisé ces films, de ce processus gachacha, les juridictions participatives gachacha, compte tenu, tout le monde le sait, s'il n'y avait pas eu ces gachacha, les procès allaient prendre plusieurs centaines d'années. C'est ce qu'on a toujours du mal à faire comprendre en Occident, c'est que, je veux dire, le Rwanda a fait face à un tel contentieux. Aucun pays dans l'histoire de l'humanité, proportionnellement à sa population, n'a dû gérer un tel contentieux. Et donc, ce qui est magnifique avec les gachacha, c'est un double mouvement. Le premier mouvement, c'est d'avoir retrouvé dans sa propre culture une solution qui avait été supprimée par la colonisation belge. Et la deuxième chose magnifique, c'est que les Rwandais ont repensé les gachacha, mais ils les ont aussi modernisés pour juger un crime de masse. Ce n'était pas et c'est ce que je montre dans mon film, ce n'était pas un processus de justice comme ça en plein air. Il y avait des catégorisations, c'était un long processus, des instances d'appel, c'était pensé remarquablement. Et en fait, je pense que c'est un processus totalement unique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que j'étais là en 2005 pour le filmer, parce que je considère toujours que c'était vraiment un moment exceptionnel.
Oui, alors je peux poser la question de savoir, il y a ce processus Gacaca au Rwanda, ou les juridictions ordinaires, mais la plupart des personnes qui ont perpétré ces génocides se trouvent aussi en Occident, où la justice est très lente pour juger ces personnes, et la plupart de ces personnes deviennent de plus en plus vieilles, n'est-ce pas? Oui. Quelle appréciation faites-vous justement de ce processus qui prend tellement de temps, et pourtant on sait que c'est difficile d'avoir une réconciliation sans justice? Absolument, mais je pense que c'est une grande frustration ici au Rwanda, et c'est aussi un problème en Occident. Maintenant, je pense quand même que les choses vont dans la bonne direction. Ces personnes sont arrêtées, ces personnes doivent s'expliquer, les procès se tiennent. Il y en a encore un qui commence en France dans peu de temps, un autre en Belgique. Donc voilà, malheureusement, la justice dite classique est lente partout, elle a son temporalité. Mais les choses vont dans la bonne direction, je pense. Et bon, après, par rapport à l'Occident, je trouve que si un pas significatif a été fait dans le processus judiciaire, moi, le problème que je relèverais plutôt reste la question plutôt du révisionnisme qui est endémique et structurel, et la négation par minimisation je pense particulièrement en Belgique. Donc j'ai montré le film une centaine de fois à peu près en Belgique, en projection accompagnée, j'étais là à chaque fois, et c'est vrai que ce révisionnisme existe et doit être combattu. Je veux dire, que ça plaise ou pas, le génocide perpétré contre les Tutsis est un fait historique, attesté, et peut-être la question d'une loi comme celle qui criminalise la négation du génocide des Juifs, je pense serait peut-être une bonne chose en Occident. Il faut remarquer qu'au niveau de la Belgique, il y a, à propos de la négation du génocide, il y a des personnes qui font la thèse du double génocide. Et c'est une grande communauté rwandaise qui est en Belgique. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec ces personnes? Mais écoutez, certaines de mes projections ont été un petit peu chahutées par des gens qui défendent cette thèse, mais à ce moment-là, moi, j'arrêtais le débat. Je veux dire, on est là pour parler du génocide perpétré contre les Tutsis. Je veux dire, ce n'est pas une opinion comme une autre de le nier, et à partir de là, il n'y a pas de débat possible. Effectivement, je veux dire, il y a des officines qui sont vraiment chez elles. Je pense notamment à Jean Bonnews, qui peut se permettre une carte blanche dans un des plus importants quotidiens belges qui s'appelle La Libre Belgique. Effectivement. Et puis on voit aussi que cette carte blanche, ils ont des moyens. Je veux dire, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est fait avec des historiens. Enfin, c'est un révisionnisme qui doit être combattu, mais qui nécessite aussi des moyens pour être combattu. Alors je pense que la diaspora rwandaise fait tout ce qu'elle peut. Et moi, à mon modeste niveau, qui ne suis pas rwandais, je veux dire, à chaque projection du film, j'ai toujours lutté contre ça. Mais disons que voilà, j'ai envie de dire que le problème s'est aggravé en Belgique en 15 ans, quoi. Par rapport en France, où c'était presque l'inverse, j'ai l'impression qu'un combat culturel commence à être gagné en France et commence à être perdu en Belgique. Donc il y a encore du travail. Et à quoi est dû ce phénomène, d'après votre appréciation? Moi, je pense qu'il y a une confusion entre... c'est une hypothèse, mais qu'il y a une confusion qui ne devrait pas être faite entre commémorer la mémoire du dernier génocide du XXe siècle et éventuellement une politique étrangère de la Belgique. Voilà, pour moi, les sujets n'ont pas à être mélangés. Et voilà, je pense qu'il y a des confusions qui sont faites et qui ne devraient pas avoir lieu. Oui. Revenons un peu sur ces films que vous allez montrer aux Rwandais. Donc, vous avez fait ces films pendant un certain temps. Certainement, il y a eu des défis. Est-ce qu'on peut le connaître? Oui, il y a eu un défi. Il y a eu... écoutez, le défi, c'était d'écouter, de pouvoir être le passeur de la parole des rescapés, mais aussi la parole de ceux qui ont tué les enfants et qui ont été condamnés. Parce que, qu'on le veuille ou non, une partie de la mémoire du génocide est aussi détenue par ceux qui ont tué ces enfants. Et récupérer leur parole, pas en argent comptant, en étant toujours critique, était important aussi pour acter, quand ils sont sincères, leur parole est aussi importante pour acter de ce qui est arrivé. Alors, la toute dernière question, vous dites que
Un film, ce film-là que vous allez présenter, In des 1000 collines, c'est votre objectif principal est de redonner aux enfants une place parmi les vivants. Oui, c'est-à-dire que il fallait, le génocide leur a dénié la qualité d'être humain et ce film est aussi une restauration symbolique pour qu'on se souvienne d'eux. En 2005, à mon premier tournage, j'avais rencontré leur grand-père qui essayait de savoir ce qui était arrivé. Et puis leur grand-père est mort. Et puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui plus personne, entre guillemets, ne cherche la vérité sur la mort de ses enfants. Ben, le désir a grandi chez moi. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être... toi, puisque tu étais au courant de la situation et que tu as filmé la guerre tchétchène des tueurs, peut-être tu peux faire quelque chose. Et ce film est une restauration symbolique. Ce film est dédié à ces 3 enfants, montrer comment ils ont été assassinés, montrer au monde entier qu'ils ont été au monde et comment on les a exterminés et les restaurer dans leur vie et dans leur dignité. Un petit mot pour l'équipe qui vous a accompagné. Donc nous avions une équipe mixte belgo-rwandaise, nous étions 4 Rwandais et 4 Belges, voilà, sans lesquels on n'aurait pas pu faire le film. On était très soudés et de nouveau, je ne suis pas rwandais, ça ne vous a pas échappé, mais je veux dire, c'est en tant que membre de l'humanité que nous voulons nous tenir à côté du peuple rwandais pour cette 30e commémoration, un peu à côté, mais montrer que voilà, l'humanité qui était absente en 1994, ben, elle se tient aujourd'hui aux côtés du peuple rwandais. Merci à vous Bernard Belfroid. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes scénariste et réalisateur belge et que vous venez donc de sortir ce film Une des 1000 collines. Merci pour votre présence à Arabié, à la télévision rwandaise. Parlons à présent éducation. Les experts dans ce domaine apprécient les stratégies adoptées par le gouvernement du Rwanda pour relever le secteur de l'éducation après les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. C'est le point de vue, en tout cas, du docteur Alphonse Sebaganois, qui affirme que l'augmentation du budget alloué à l'éducation est un élément important vers le développement de l'éducation dans le pays. Suivons donc le docteur Alphonse qui répond aux questions de la télévision rwandaise. Si le Rwanda se projette comme un pays dont l'économie est basée sur une population qui est compétente en termes de connaissances, en termes d'aptitudes, en termes aussi de valeurs. Et donc, il faut effectivement doter ce secteur des moyens suffisants pour que les finalités de l'éducation que le pays se propose puissent être atteintes. C'est pour ça qu'il est très important de noter effectivement cette augmentation du budget alloué à l'éducation, au secteur de l'éducation en général. Alors, ce budget qui augmente de manière vertigineuse, comme je l'ai dit, dans le secteur de l'éducation, va permettre notamment la construction, enfin les infrastructures en général, en termes de construction de salles de classe. Vous savez, en 2020, le gouvernement rwandais a construit plus de 20 000 salles de classe. C'est sans précédent, ces chiffres. Pour une année et demie, en 2020, plus de 20 000 salles de classe ont été construites. Et cela a permis effectivement de dégager les salles de classe, de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe. Alors, parlant toujours des infrastructures, on peut aussi noter l'augmentation du nombre d'écoles qui ont eu l'augmentation de l'accès plutôt à l'eau potable. Il y a eu aussi le nombre d'écoles
qui ont eu accès plutôt à l'eau potable et aussi à l'électricité, mais encore aux infrastructures de technologie de l'information et de la communication, la fibre optique et d'autres matériels qui facilitent l'apprentissage dans les écoles en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Et enfin, dans le cadre d'avoir une population scolarisée compétente et qui puisse aussi accéder au marché régional, africain et international, le secteur de l'éducation a aussi pris l'option de promouvoir l'enseignement des langues. L'enseignement des langues en général, en commençant par la langue d'enseignement qui est la langue anglaise, l'anglais qui est l'enseignement d'apprentissage, la langue d'apprentissage, mais aussi d'autres langues comme le français et même le swahili. Et ces langues, le français et le swahili, sont aussi dans les écoles primaires, secondaires et même dans les universités. Et ce ne sont pas des langues d'enseignement, mais ces langues sont aussi enseignées et sont aussi promues pour que la population du Rwanda puisse avoir accès au marché, comme je le disais, au marché régional, au marché continental et pourquoi pas au marché mondial. C'est donc avec cette intervention de l'expert en éducation, le docteur Alphonse Sebaganois, que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur la télévision rwandaise.